marque un tournant puisque les Gaulois, Vercingétorix va ordonner une grande bataille de cavalerie qui va tourner en sa défaveur et les survivants. Le dos de l'arc. Et en dessous, évidemment, c'est le ventre de l'arc. Alors vous allez voir, donc quand on arme un arc, on va tous faire. Voilà, on va venir armer de cette façon-là. Et vous remarquez donc que ici, donc la partie du ventre, on va lui demander de se comprimer. Et sur le dos de l'arc, on va demander au bois de s'étirer. Ce qui est totalement paradoxal et contraire pour un même matériau. Voilà, ce qui fait que ce sont des arcs qui vont se fatiguer assez vite et qui vont être un petit peu rugueux. C'est-à-dire que ça va un petit peu ruer, c'est pas forcément très agréable à tirer. La rapidité de tir, la rapidité, la puissance de feu de l'arc et la rapidité de déplacement du cheval. C'est l'arme absolue jusqu'à, on va dire, le 14e, 15e siècle, c'est-à-dire Gengis Khan et si on va un petit peu au-delà, les Turcs ottomans. Et après, évidemment, avec l'invention de l'arme à feu, alors je vous ai dit tout à l'heure, on utilise l'arc pour tirer de très très loin, c'est un peu l'équivalent de l'artillerie de l'époque. Donc, le but, alors là, il va falloir faire un effort d'imaginaire. Au début, si vous voulez, à l'époque, il y a comme tout de camp des gens avec des talents et des talents assez exceptionnels qui étaient capables d'aller. Pas besoin de mettre de pointe, on monte simplement la flèche pointe en bois brûlé et hop, ça rentre comme dans du beurre, n'en voulez pas. Voilà. Et avec les actes également, donc il faut du bois, il faut le bois travailler, il faut du bambou, des roseaux, du sel, du tamaris, etc. Donc il faut les sont réputés pour leur cavalerie, toute carapassonnée. Donc on a besoin d'archers pour les affaiblir, pour laisser. Deux pièces, cette pièce-là, je l'ai tournée ce matin, donc il a séché trop vite. Ça fait 2 heures que je l'ai tournée, donc normalement il doit être déjà tourné. Au moins vous verrez qu'est-ce que ça donne le fait de travailler avec le monde. Vous voyez la décoration. Bon, c'est pour ça qu'il y a plein de fissures, c'est le séchage, il est trop vite. Mais ça permet de voir au moins l'effet de travailler. Oui, bon, en fait, c'est que des hypothèses. Donc faut pas tourner top cul sur le. Oui, on va les idées plus larges. Pour savoir l'outillage utilisé par exemple chez les forgerons gaulois, il faut mieux étudier les pièces, les gens les chauffaient beaucoup, donc j'ai commencé à tirer le manche. Pas attention. Après, les peuples qui n'utilisaient pas de lampe à huile, ils utilisaient des lampes à graisse. Mais même les Gaulois, ils utilisent des lampes à graisse ou à beurre ou à, on ne sait pas exactement. Ils n'avaient pas besoin de lampe en fait. C'est un peu bol. Non. Effectivement, dans les régions de montagne où l'huile d'olive était compliquée, où il fallait l'importer, ils mettaient de l'huile de noix, ça devait marcher aussi. Certain. Tu sais comment? La graisse animale aussi. Voilà. Mais ouais, sauf que c'est quand même toujours lié à la consommation d'huile. Ça marche pas avec la graisse animale qu'ils font? Si, mais il te faudrait la fondre. Si d'un point de vue économique, c'est absurde. Il te faudrait la fondre pour la faire rentrer dans une langue. De l'Alsace et tout ça, il y avait beaucoup de troupes romaines qui étaient méditerranéennes, donc elles importaient de l'huile, donc elles importaient une zone complètement pacifiée où il n'y avait pas beaucoup de citoyens romains qui étaient installés. Il n'y avait pas nécessité, donc il n'y avait pas importation d'huile, donc il n'y avait pas de vente à huile. Remarque, vous mosotiez encore. Par contre, il faut s'entraîner. Là, il y a un petit peu de douleur. Avec deux rangées de fil. Et au milieu, elle va passer sur une fil de trame. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. De manière de tourner comme ça, on change pour avoir un autre motif. Ah ouais, c'est quand même assez. L'aristocratie, puisque les de la Méditerranée et les personnes plus modestes portent plutôt du marron. Parce qu'on ne teignait pas. Si, on teint, voilà. Mais disons que la
La manière d'obtenir le rouge est beaucoup plus facile. Ah oui, pour leurs femmes surtout, pour eux, un symbole de courage, de valeur. Tout était véhiculé par ce bouclier qui décorait à leur guise. Il n'y avait pas de signe distinctif, il n'y a pas de grade ni rien qui était montré par ce bouclier. S'il se retrouve tout seul, le coup il prendra de peu fouet. Alors que si on est ensemble, le coup on est plusieurs à l'amortir. Et on fait ça sur des rangées de plus de 20 personnes. Du coup, allez savoir si le coup qui est ici il va avoir une répercussion sur celui qui est rouge. Donc soigneur, il savait en tout cas les endroits, les points vitaux, où ils étaient situés pour pouvoir laisser l'ennemi mortellement. Vous appelez ça la guerre propre, mais... Je prends l'oral sur mes épaules, l'oral sur ta tête. On continue. L'utilisation de la cavalerie, puisqu'on a très peu de textes en fait qui nous en parlent. Et donc la javeline est une arme qui est très intéressante pour ça, puisqu'on peut la lancer relativement loin et avec beaucoup de précision. Voilà. Il s'appelle les Épaumonduits, qui vit dans une région à une vingtaine de kilomètres. Les Monduits, c'est principalement une petite tribu d'artistes. Voilà. De leur chef, Arthos. Et puis les cavaliers romains vont s'avancer. Alors, là vous voyez deux cavaliers. Alors je vous le disais, le harnachement du cavalier romain, hein, c'est bien souvent très proche du cavalier gaulois. Pouvoir maintenir le cavalier bien solidement pendant qu'il lâche les rênes. Hein, les ordres dominants, même si c'est les premiers degrés, ils ont les moyens de s'équiper, mais pas complètement. Donc on leur fournit un cheval. Donc d'où le mot de equites, c'est-à-dire de la main droite, chevalier. Pour piquer un adversaire, alors on le pique pas forcément en plein galop, parce que le choc risque de déstabiliser et de renverser le cavalier. Vous voyez les deux manières de porter la lance. Ça s'appelle en latin une aile. Voilà. À une autre... Oui. Les équites m'avaient promis une faute bien plus grande. Oui, mais il faut dire que chez les Romains, on n'hésite pas à engager enfin, je ne vais pas dire des mercenaires, mais plutôt des alliés. Donc l'idée, c'est effectivement de combler les lacunes des Romains, qui sont toujours très forts dans l'infanterie, par des troupes qui sont recrutées chez alors des peuples comme les Gaulois. Alors la joute se fait avec des armes bluntées. Hein. Blunté, ça veut dire qu'on met du blunt au bout, autrement dit, on fait un rembourrage pour éviter justement... Elle n'est pas contente. Attendez qu'ils sont contents de défendre. Merci. Allez, un petit propos misogyne. Ouais. J'ai rien dit, hein.
Ah oui, d'accord. Merci à tous les deux. Oui, oui, c'est complètement... C'est la première fois que je comprends le latin, hein. Ouais. Celle-là, elle était pas plantée, celle-là. La lance dans l'anneau, c'est effectivement des joutes équestres assez... C'est bon, je suis occupée. Ensuite, tu vas retomber avec tes chaussures. Oh, c'est une astuce. Évidemment en cuir et puis des cornes qui sont en bois de fer le plus court. Donc merci aux archers de Rome. Alors ensuite vous avez quelques hoplites. Là on fait deux archers qui sont vécus comme on pouvait. César est un ambitieux, il rêve d'une carrière politique et pour cela il doit engager une guerre et avoir une gloire, une crête pour augmenter la silhouette du guerrier, la rendre plus impressionnante aussi. Et puis vous en voyez un qui a une cuirasse qu'on appelle un minothorax, qui est fait avec plusieurs couches de tissu. De monter cette grande rébellion en 52 avant Jésus-Christ, mais la conquête de la Gaule avait commencé déjà en 68. Donc César, c'est un météore dans l'histoire de la guerre des Gaules. Son aventure a duré exceptionnelle. Toute la guerre réponse, on conteste, on essaye, on voit le siège de leur institution est placé. On peut aussi donc vous voyez les harnachements des chevaux. Alors là, on va frapper dans une figure. Alors qui n'en peut pas vous... Les Gaulois avaient aussi pour habitude d'accrocher les têtes de leurs ennemis sur l'encolure du cheval. Parce que plus on avait des têtes et la fin de la révolution, grâce à cette réforme, les Romains le portaient au futur sans bois. Donc c'est une charge qui est quand même assez importante, qui peut peser jusqu'à 30 ou 40 kilos. Recrutés dans une province qui est déjà romanisée. Et puis derrière, vous avez deux cavaliers qui sont recrutés parmi l'élite qu'on appelle Parma Equestris, littéralement le bouclier des chevaliers de tribus indépendantes qui se font la guerre très fréquemment pour généralement le commerce. Les Gaulois prendront le parti de César. Vercingétorix, puisqu'on va parler de lui aujourd'hui assez abondamment. C'est la première fois que autant de légions de l'époque de César sont réunies. Ici, vous avez quasiment l'effectif complet d'une centurie. Alors, aussi autre idée reçue, la centurie, ce n'est pas 100 soldats. La centurie, c'est à peu près 80 soldats. Elle est commandée par un centurion. Mais pendant la guerre des Gaules... Les combats, c'est un peu pierre, papier, ciseaux. Hein. C'est en fonction des situations tactiques qu'on va utiliser telle ou telle formation qui va permettre soit d'emporter la situation, ou au contraire de contrebalancer l'attaque ennemie. Donc là, vous entendez des ordres en latin, dex, dex, index, hein, dextra, sinistra, dextra droite, sinistra gauche. Hein. On marque le pas cadencé des troupes.
Vous voyez, les officiers, les porte-enseignes se mettent au centre. Voilà. Et donc les légionnaires vont faire face de tous les côtés. Donc là, on va lui montrer qu'on est le plus fort, qu'il va passer de vie à trépas. Les trompes vont sonner, les Romains se sont rangés vraiment en cercle, et là, il va falloir tenir. Alors, ils sont à peu près, les Romains, ils ont manque d'espace. Ils ont besoin d'espace pour manœuvrer leurs armes, et là, ils sont beaucoup trop serrés les uns contre les autres. Donc, vous voyez, vous avez les lances des Gaulois qui essayent de passer les boucliers. Là, il manque vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Je ne vois pas comment ils pourraient supporter un deuxième assaut. Bon, là, ça sent un peu le massacre. Il faut bien dire une chose qui est importante. À la guerre, il y a deux choses qui comptent, c'est le temps et l'espace. Si vous n'avez... L'armée essaie de discuter avant la bataille pour savoir s'il va falloir vraiment envier tactique dans l'armée gauloise qui sont beaucoup moins que celles de l'armée romaine, qui est pour l'instant déployée en colonne. On parlait du pierre papier ciseaux tout à l'heure, là c'en est vraiment un exemple. Vous voyez le coin? Deux coins pour défoncer 2 fois mieux la ligne gauloise. Vous voyez les centurions qui essayent de repositionner les soldats. Donc alors qu'à la droite là-bas, les boucliers verts, là, ça a l'air d'enfoncer sérieusement. Pour les Gaulois, pour les Romains, on nous entend pas beaucoup. Depuis, c'est comme on voit, il y a de nom de tortue. Et on peut faire une tortue avec c'est une manière d'accès à l'information. Il faut dire qu'ils sont les informations de combat. À gauche, pour les Romains, à droite, il y a la distance avec sa lance, et ce qui fait que les montres, alors que l'armée lui essaie à rentrer dans la guerre, on voit dans notre guerre, à partir du moment où le Gaulois sera pris dans cette guerre. Ce qui va arriver par Vercingétorix, c'est que 6 ans après sa reddition, il va être une des pièces maîtresses du triomphe de César. Donc César est assis, il attend que les chefs gaulois, ainsi on espère sauver donc, le reste de l'armée, sauver donc, la tribu, épargner l'esclavage si possible. Donc dans un premier temps, voilà, on dépose les boucliers des vaincus, on va déposer les carnix, ces trompes de guerre, production ou des photos des pièces qui ont été frappées à cette occasion. On voit un trophée militaire où sur cette pièce donc, célébrant la victoire de César sur les Gaules, où on voit le corbeau carnix, le sanglier, voilà. Tout ça est présenté au front des troupes de manière à bien montrer la puissance de l'ennemi vaincu. Donc ces trophées militaires pouvaient atteindre, si il y avait une armée entière qui défilait,
on pouvait vraiment avoir des monticules d'armes de bouclier. Donc voilà les armes qui arrivent. Voilà, donc vous voyez, une fois de plus, ça n'a rien à voir avec ces tableaux du 19e siècle, par rapport à cette imagerie d'Épinal, par rapport donc, au roman national. Il est loin le cheval blanc de Vercingétorix, il est loin la superbe du guerrier gaulois défiant une fois de plus le romain. Là vraiment, donc les chefs sont présentés et ils attendent. Soit on les emmène en prison et on les exhibera dans le trophée. Probablement qu'ils vont aller moisir dans les prisons de Rome et donc être présentés plus tard, je l'ai dit, 6 ans plus tard, au trophée de César, et après avoir réintégré sa cellule, Vercingétorix sera étranglé. César a non seulement vaincu le Gaulois, vaincu la Gaule, mais a vaincu les dieux gaulois. C'est ce que représente cette fenêtre. Donc l'éditeur, c'est César, c'est lui seul a droit de vie et de mort sur les gladiateurs. Alors, je vous présente les 2 gladiateurs. Ces gladiateurs, je vous l'ai dit, on est vers 50 avant Jésus-Christ. Ensuite, on évoluera, on montera un petit peu dans les époques. Ici, vous avez un mec qui a combatté. Donc c'est l'ordre qui les incite à prendre les armes. D'abord, on se cherche un petit peu, on essaye de trouver la faille. Vous voyez, c'est très difficile avec un grand bouclier. Donc on essaye de passer par-dessus le bouclier. Ou par-dessus. C'est toute la difficulté, c'est de contourner la défense. Le bouclier dans la panoplie du gladiateur est l'arme défensive la plus importante. Alors, il y a toujours des petits réglages, les arbitres sont là aussi pour ça. On a des textes qui disent que l'on pouvait aussi arrêter un combat pour leur laisser le temps de respirer, voire de se désaltérer. Alors le public, vous pouvez effectivement choisir votre champion. On va être disputé, mais pour l'instant, personne ne trouve la faille. On voit aussi l'avantage de ces grandes collerettes qui bloquent aussi l'épée quand elle plonge dans l'eau. Ah, là le trace a été touché dans le dos. Le trace a une belle estafilade dans le dos de vaincu, il va rester à genoux et il va faire un geste qui est celui de demander sa grâce, sa mission. Donc c'est le geste que vous allez faire si vous souhaitez qu'il reste debout ou qu'il soit égorgé, mais c'est d'abord... Vous voyez la cicale du trace qui est devenue anguleuse. Vous voyez, on passe par-dessus. Hein. Bon, on va essayer de ne pas trop casser du bonhomme, du matériel.
le coup hein, qui va chercher la nuque, l'épaule. Ah, il semblait que le mirmillon avait été touché. Pas de souci maintenant. Vous voyez pourquoi l'arbitre demandait sa grâce. Allez, on recommence. Qui est pour qu'il parte debout? Mité. Le sadisme. Sans doute moins que le vôtre, visiblement. Mais c'est un adoucissement de son châtiment. Voilà, on la pose ici, là, au niveau du trapèze, et on plonge jusqu'au cœur. Ça vous fait rigoler, hein? Vous savez que c'est comme ça aussi que les éditeurs, César ou d'autres, surtout après lui, peuvent manifester leur générosité envers leurs concitoyens. Parce que quand ils épargnent un gladiateur, ils s'épargnent aussi une dépense. Ce sont des éditeurs louent les gladiateurs à des écoles. Quand le gladiateur est rendu estropié ou mort, ils vont devoir finalement acheter le cadavre. C'est une espèce de compensation pour l'éditeur qui finalement, lui, va perdre un instrument de travail. Donc, dans le meilleur des cas, il ne va payer qu'une location. Si le gladiateur est mort ou non, c'est partie du jeu. Plus vous donniez, plus vous étiez grand. Le sécutor s'appelle Asianal. En face, vous avez un avantage indéniable avec son allonge et puis une arme longue. Donc le sécutor doit s'avérer très offensif pour casser la distance. Ça, voilà, donc sécutor, ça veut dire le poursuivant. Ça veut dire qu'il doit être offensif. Il doit courir sur l'ennemi pour casser la distance, rentrer dans sa garde et lui enlever cet avantage qu'il a avec la longe. C'est très difficile de manier le filet. Ah, il a perdu le filet. C'est-à-dire, ah, il le reprend. Bon. Alors il peut fouetter avec. Donc le rôle du sécutor est très physique. Parce que courir avec un casque dont vous n'avez aucune possibilité de respiration puisque les œilletons sont très petits pour éviter que le trident s'y insinue. Et puis en plus avec son trident, vous voyez, il essaie de crocheter le bouclier pour l'écarter. Là, il faut avoir un bon cardio, sinon on croit le rétiaire avantagé, mais il n'est pas, puisque lui, il manque cruellement de défense. Le père de gladiateur était justement constitué pour équilibrer les avantages et les inconvénients. Le rétiaire sécutor, vous voyez aussi la position du rétiaire qui est offensive, mais qui est prêt à tout moment à déguerpir. C'est pas par guardise, hein, mais c'est parce qu'il a besoin de garder sa distance. Le sécutor s'économise un petit peu, il attend sans doute le moment propice. Allez, Askianek! Askianek! Persévérarité, ça veut dire persévérer, on comprend bien en français, donc on continue. Il a tenté, mais le coup a glissé sur la manche. Vous avez vu que le rétiaire, il a le trident, mais il a aussi un poignard dans la main. Ah. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Visiblement, il y a une touche, une blessure à la cuisse. Le trident, s'il devient inopérant, le gladiateur rétiaire a un petit poignard qui lui permet de sauter sur son adversaire. Alors les coups, le casque de sécutor est le plus épais que l'on ait trouvé à Pompéi, a blessé sous le bras. Allez, un dernier assaut. Les deux gladiateurs ont été blessés dans le dernier assaut. Oui.
souffle. Allez, le dernier coup. Et ce rétière est vraiment très très grand. Alors là, le sécuteur a pris le trident dans le buffet. César. César lui accorde la liberté sans nous demander. Allez, il a bien combattu. Et on a des palmarès pour certains qui totalisent plusieurs dizaines de victoires. Et on a même certains cas où on parle de centaines de victoires.